Vous sentez le registre du Camerarius Apostolicus de 1347 mentionne 847 livres au tournoi pour l'entretien de la maison de Dame Isabelle. Pas un don charitable, un salaire. Pour une adolescente qui ne savait ni lire ni écrire en arrivant d'un couvent de Provence, ruinée par les dettes. Les chroniques de Froissart parlent pudiquement des mœurs d'Avignon. Elles ne disent pas que derrière chaque maîtresse spirituelle se cachait un réseau d'espionnage qui faisait trembler l'Europe chrétienne. Vu toucher les parchemins jaunis où sont consignés les noms de 89 novices, leurs bergers respectifs et le prix de chaque secret extrait. Le froid des pierres d'Avignon remonte dans vos os quand vous réalisez qu'Isabelle de Montclar figure déjà page 67. Mais ce n'est pas son vrai nom. Et ce n'était pas sa première mission. Le système fonctionnait avec la précision d'une banque florentine. Recrutement dans les couvents pauvres avec promesse de dot et protection papale. Formation de 6 mois dans une maison discrète aux arts de la dévotion privée. Attribution calculée selon les besoins politiques. Cardinal hostile égale novice convertisseuse. Le tout sous l'œil vigilant de Dame Marguerite la préceptrice, ancienne maîtresse du banquier Tommaso Portinari, qui tenait les comptes réels. Vous entendez le crissement des plumes sur parchemin dans le silence de la nuit avignonnaise. Les murmures latins dans les couloirs ne sont pas des prières. Ce sont des codes. Agneau blanc pour novice, berger rouge pour cardinal. Et quand vous déchiffrez la correspondance entre Avignon et Florence, vous comprenez que chaque amour rapportait bien plus que 847 livres au tournoi annuel. Le cardinal Guillaume de la Garde avait 52 ans quand il a rencontré Isabelle. Trésorier papal et architecte secret du système. Mais les lettres personnelles que vous lisez révèlent un homme au bord de la rupture. Je ne peux plus regarder ses enfants sans voir mes propres péchés, écrit-il au notaire Jean de Carcassonne. Ce que Guillaume ignorait, c'est qu'Isabelle tenait elle aussi un registre, et que sa vraie mission n'était pas celle qu'il croyait. Mais ceci n'est que le début de l'histoire. La cérémonie a lieu un mardi de novembre 1347, dans la chapelle privée de Clément VI. Vous voyez Isabelle de Montclar agenouillée sur le marbre froid, ses 15 ans tremblant sous la robe de bure cistercienne. Le pape lui-même pose ses mains sur sa tête et prononce des mots latins qu'elle répète sans les comprendre. Serviam in silentio, amabo in obedientia. Je servirai dans le silence. J'aimerai dans l'obéissance. Mais ce ne sont pas des vœux monastiques. C'est un serment d'espionnage. Dame Marguerite la préceptrice attend dans l'ombre. Ancienne pensionnaire des bordels de lutte de Florence, blanchie par une fausse vocation, est devenue formatrice officielle du système. 6 mois d'apprentissage l'attendent dans la maison discrète de la rue des Teinturiers. Pas seulement les arts de la dévotion privée, l'art de la mémoire, du déchiffrement, de l'observation. Comment repérer un sot contrefait? Comment retenir une conversation entendue derrière une porte? Comment faire parler un homme de 60 ans sans qu'il s'en aperçoive? Les registres de formation détaillent le programme. Première semaine, maintien et conversation. Deuxième semaine, lecture et écriture accélérée. Troisième semaine, base du latin ecclésiastique. Quatrième semaine, reconnaissance des sceaux et signature des principales chancelleries européennes. Les mois suivants, mise en situation avec de faux cardinaux joués par des clercs complices. Isabelle apprend vite. Trop vite, notent ses instructeurs. Le coût de formation s'élève à 127 livres au tournoi par novice. Investissement rapidement rentabilisé. Car le vrai produit du système n'est pas le plaisir des prélats. C'est la formation. Chaque cardinal compromis devient un informateur involontaire. Chaque secret pilotoque se transforme en monnaie diplomatique. Les banquiers florentins de la Camerarius Apostolicus ont calculé qu'un cardinal bien conseillé rapporte en moyenne 1200 livres au tournoi annuel en dons spontanés et services rendus. Vous découvrez les comptes tenus par Tommaso Portinari. Colonne des investissements, formation, logement, vêtements, bijoux pour maintenir l'illusion du statut. Colonne des recettes, chantage direct, vente d'informations au cours royal. Indulgence spéciale accordée contre silence. Le bénéfice net dépasse les 15 points. 00 livres tournoi annuel.
De quoi financer 2 campagnes militaires contre les États pontificaux rebelles. Guillaume de la Garde reçoit Isabelle un soir de mars 1348. Les registres de la garde papale notent son entrée au palais à l'heure des vêpres. Elle porte une robe de laine fine, pas l'habit cistercien. Ses cheveux ont repoussé. À 15 ans et demi, elle ne ressemble plus à la novice terrorisée de novembre. Elle maîtrise maintenant le latin. Sait tenir une conversation sur la théologie thomiste. Reconnaît au premier coup d'œil la différence entre un florin de Florence et un denier tournois. Mais Guillaume n'est pas comme les autres cardinaux du système. Les lettres personnelles révèlent un homme rongé par le remords. Chaque nuit, j'entends les pleurs des innocentes que nous avons brisées. Confie-t-il à son confesseur personnel. Ce que personne ne sait, c'est qu'il tente de démanteler le réseau depuis l'intérieur. Et qu'Isabelle le sait. Avant de découvrir ce qu'Isabelle inscrit réellement dans ce registre, soutenez notre travail d'investigation historique. Abonnez-vous à l'Histoire interdite et commentez de quelle ville vous nous regardez. Cette histoire va redéfinir tout ce que vous croyez savoir sur la corruption médiévale, et nous avons besoin que l'algorithme pousse ces vérités historiques plutôt que les romantisations habituelles. Ce qu'Isabelle découvre dans le coffre personnel du cardinal va faire trembler tout Avignon. Vous suivez ses pas dans le bureau de Guillaume, 3 semaines après leur première rencontre. L'odeur de parchemin et de cire se mélange à celle du vin épicé qui refroidit dans les gobelets. Mais ce n'est pas une soirée d'amour que vous observez, c'est une passation de pouvoir. Guillaume sort une clé d'argent de sous sa soutane. Le coffre s'ouvre avec un grincement métallique qui résonne dans le silence. À l'intérieur, vous découvrez les vrais registres, pas ceux de la Camerarius Apostolicus destinés aux auditeurs pontificaux. Les comptes secrets, tenus de la main même du cardinal. Et ce qu'ils révèlent dépasse tout ce que vous avez imaginé. Le système des maîtresses spirituelles ne rapporte pas 15 000 livres tournois annuels. Il en rapporte 47 000. La différence, Guillaume de la Garde a étendu le réseau bien au-delà d'Avignon. Vous lisez les noms des correspondants. Agneau Londres, cour d'Édouard III. Agneau Prague, empereur Charles IV. Agneau Naples, reine Jeanne. Chaque cour européenne a ses informatrices, formées selon les mêmes méthodes, financées par les mêmes banquiers florentins. Isabelle tourne les pages avec des gestes précis. Elle ne découvre pas ces informations. Elle les connaît déjà, car le nom qui figure en bas de chaque page n'est pas Guillaume de la Garde, c'est le sien. Isabelle de Montclar, magistrat Agnellarum, maîtresse des agneaux. À 15 ans, elle ne subit pas le système. Elle le dirige. Les lettres chiffrées révèlent la vérité. Isabelle n'est pas une novice cistercienne de Provence. C'est une agent formée dès l'âge de 12 ans par les services secrets du roi de France, Philippe VI. Sa mission, infiltrer le réseau papal pour le retourner contre Avignon. Chaque information qu'elle glane ne remonte pas seulement aux banquiers florentins. Elle nourrit aussi les coffres du Louvre. Le code est simple, mais efficace. Chaque lettre qu'elle envoie officiellement au cardinal contient un second message, écrit à l'encre sympathique entre les lignes. Mon très cher père spirituel se lit « Dernière décision concile. Vos prières m'accompagnent. Devient nouvelle taxe prête. » Guillaume de la Garde lit les mots d'amour. Philippe VI déchiffre les secrets d'État. Mais vous découvrez un 3e niveau de manipulation. Car Isabelle joue aussi sa propre partie. Le registre personnel qu'elle tient dans sa chambre de la rue des Teinturiers liste non pas les secrets qu'elle transmet, mais ceux qu'elle garde pour elle. Cardinal Guillaume, détournement 12, 00 livre fond croisade. Pape Clément, correspondance secrète avec l'antipape de Rome. Tommaso Portinari, prêt usuraire au couvent féminin avec garantie sur dot des novices. La machine s'emballe quand Isabelle découvre le Codex Mortis dans les archives secrètes du palais. Registre des éliminations. 17 novices ont tenté de révéler le système depuis sa création en 1342. 17 jeunes filles mortes de fièvre subite ou accident de cheval. Leur nom rayé d'un trait rouge dans le livre des agneaux. Marguerite de Foix, 16 ans, tombée d'une fenêtre du palais. Anne de Beaujeu, 14 ans, empoisonnée par des champignons. Claire de Montfort, 17 ans,
noyé lors d'une promenade sur le Rhône. Le système de surveillance croisée fonctionne dans les deux sens. Chaque novice rapporte sur son cardinal, mais chaque cardinal rapporte aussi sur sa novice. Guillaume de la Garde a signé l'ordre d'exécution de 5 d'entre elles. Ses lettres au bourreau pontifical, un certain maître Jean de Carcassonne, sont d'un cynisme glacial. L'agneau clair s'est montrée trop curieuse des affaires temporelles. Procéder selon l'usage, maladie subite conseillée. Vous suivez Isabelle dans sa descente vers les caves du palais tatal. Minuit passé, un mardi de juin 1348. Elle porte une lanterne dont la flamme danse sur les murs de pierre suintant. Guillaume l'attend près des anciens cachots de l'Inquisition, ceux qu'on n'utilise plus depuis que Clément VI a transféré les interrogatoires dans des lieux plus discrets. Mais ce soir, le cardinal ne vient pas pour un rendez-vous amoureux. Il vient pour mourir, car Isabelle a découvert le détail que personne ne devait jamais connaître. Le vrai nom, dans les registres florentins, n'est pas Guillaume de la Garde. C'est Guillaume de Monclar, son propre oncle, l'homme qui a vendu sa famille aux créanciers provençaux, qui a organisé sa vocation cistercienne, qui l'a livré au système qu'il dirigeait. Les 200 livres tournois versés aux parents d'Isabelle ne venaient pas du trésor royal français pour prix de ses services d'espionne. Elles venaient de Guillaume lui-même, pour acheter le silence définitif sur ses origines. Dans les caves du palais papal, vous assistez à la confrontation finale. Guillaume de la Garde, Guillaume de Monclar, attend Isabelle près d'un coffre de fer forgé qu'il vient d'ouvrir. À l'intérieur, les documents qui pourraient faire s'écrouler toute la chrétienté, les vrais comptes de la Camerarius Apostolicus, les accords secrets avec les banquiers florentins, et surtout, la bulle papale confidentielle de Clément VI, ordonnant le silence sur certaines relations domestiques, signée de sa main et scellée de cire rouge. Isabelle pose sa lanterne sur une table de pierre. À 15 ans et demi, elle affronte l'homme de 52 ans qui l'a vendue, manipulée, utilisée. Mais c'est Guillaume qui tremble, car il vient de comprendre que sa novice a joué une partie bien plus complexe que la sienne. « Mon très cher oncle, dit-elle en français, abandonnant le latin d'usage. Vous pensiez que j'espionnais pour le roi de France. Vous vous trompiez. » Elle sort de sa robe un parchemin scellé. Le sceau porte les armes du pape, mais pas celles de Clément VI. Celle d'Innocent VI, son successeur désigné en secret. J'espionnais pour le prochain pontificat. Le système des maîtresses spirituelles a été conçu dès l'origine comme une arme de transition. Innocent VI, alors simple cardinal Pierre-Roger de Beaufort, préparait sa prise de pouvoir en documentant méticuleusement tous les scandales de Clément VI. Chaque novice était en réalité une informatrice à double emploi. Chaque secret extrait servait à constituer le dossier de chantage qui garantirait l'élection du futur pape et l'obéissance absolue des cardinaux compromis. Vous découvrez les chiffres réels. Les 47 000 livres tournois annuels n'étaient pas détournés pour financer les guerres pontificales. Elles alimentaient la caisse noire d'Innocent VI, stockée dans les coffres de la Banque des Médicis à Florence. De quoi acheter tous les votes du prochain conclave et s'assurer 30 ans de règne sans opposition. Guillaume sort un poignard de sa ceinture. Mais Isabelle ne recule pas. Elle ouvre le registre qu'elle tenait caché sous sa robe. Le livre des bergers, écrit de sa main. Pas les secrets des cardinaux. Leur vrai nom, leur vraie famille, leurs vrais crimes. Guillaume de Monclar, né à Carpentras, fils de marchand de soie. Assassinat de son frère aîné en 1323 pour héritage. Faux témoignage au procès de canonisation de Louis d'Anjou. Détournement de 23 000 livres des fonds de croisade destinés à la Terre Sainte. Chaque page révèle l'identité cachée d'un prélat. Chaque ligne détruit une carrière ecclésiastique. Et chaque nom est accompagné d'une date. Celle de leur mort programmée, la peste noire qui ravage l'Europe depuis 1347, n'est pas seulement une catastrophe naturelle. C'est une couverture parfaite pour les éliminations ciblées. 17 cardinaux sont morts de peste à Avignon en 6 mois. Tous figuraient sur la liste d'Isabelle. Tous connaissaient les détails compromettants du système des novices. Tous représentaient une menace pour la transition vers le pontificat d'Innocent VI. Guillaume comprend qu'il va mourir cette nuit. Pas de maladie subite, pas d'accident.
empoisonné par la main même de celle qu'il croyait manipuler. Le poison est déjà dans le vin épicé qu'ils ont partagé dans son bureau. Un extrait de champignons vénéneux que les apothicaires du palais préparent pour les cas difficiles. Il lui reste 1 heure à vivre. Pourquoi ? Demande-t-il en s'affaissant contre le mur de pierre. Isabelle referme son registre. Parce qu'à 12 ans, quand vous m'avez vendu, vous avez fait une erreur. Vous pensiez acheter une victime. Vous avez créé une prédatrice. Le testament secret du cardinal Guillaume de la Garde, rédigé cette nuit-là dans les caves du palais, lègue tous ses biens à sa fille spirituelle bien-aimée, Isabelle de Montclar. Mais quand les clercs pontificaux viendront récupérer le corps au matin, ils découvriront que les coffres sont vides. Les 67 000 livres tournois accumulés par Guillaume ont disparu. Transférés dans la nuit vers un compte personnel qu'Isabelle s'est ouvert auprès des banquiers Portinari. La mort de Guillaume marque la fin de la première phase du plan. Innocent VI accède au pontificat en décembre 1352, comme prévu. Sa première décision, la dissolution officielle du système des maîtresses spirituelles et la réforme des mœurs cléricales. Sa seconde décision, secrète, celle-là, la nomination d'Isabelle de Montclar comme conseillère spéciale aux affaires temporelles, avec un salaire annuel de 2400 livres tournois et résidence personnelle dans le palais papal. Vous suivez sa trace jusqu'en 1356, quand elle disparaît officiellement des registres pontificaux pour fonder un couvent réformé en Provence. En réalité, elle s'installe à Marseille sous une fausse identité et devient prêteuse privée pour les marchands méditerranéens. Ces techniques de chantage, perfectionnées à Avignon, font merveille dans le monde du commerce international. Les mémoires qu'elle rédige à la fin de sa vie révèlent l'ampleur réelle du système. Pas 89 novices, mais 347. Pas seulement en Europe chrétienne, mais dans tout le bassin méditerranéen. Les techniques développées à Avignon inspirent les services secrets des Borgia 1 siècle plus tard, puis ceux des Médicis, puis ceux de tous les États modernes qui comprendront que l'information vaut plus que les armées. Le dernier document que vous consultez date de 1789. Les révolutionnaires français, qui saisissent les archives secrètes du Vatican, découvrent les mémoires d'Isabelle de Montclar dans les caves du palais papal. Mais Bonaparte, qui les lit personnellement, ordonne leur classification définitive, trop dangereux pour la stabilité des institutions. Le dossier porte encore aujourd'hui la mention « secret d'État, consultation interdite ». Car l'histoire d'Isabelle révèle comment une institution qui prêche la pureté a industrialisé la corruption avec une précision de banquier florentin. Comment le pouvoir spirituel se transforme en machine économique. Comment les victimes deviennent bourreaux. Et surtout, comment ces mécanismes n'ont jamais cessé de fonctionner, seulement changé de forme. Mais cette affaire révèle comment l'Église médiévale finançait ses guerres par le chantage systématique. Dans notre prochain épisode, vous découvrirez comment les Templiers ont inspiré ce système 2 siècles plus tôt, et pourquoi leur destruction brutale en 1307 cache peut-être la première tentative d'un roi de France pour s'approprier ces techniques. Cliquez maintenant sur la vidéo suivante. Abonnez-vous à l'Histoire interdite pour ne pas manquer cette suite explosive. Et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous regardez et quel ordre religieux vous auriez rejoint à cette époque sombre. L'histoire ne s'arrête jamais vraiment. Elle ne fait que changer de masque.